Bonjour à vous tous et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire Face aux chrétiens. Je suis heureux d'accueillir aujourd'hui Sébastien Huyghe, député UMP du Nord. Monsieur le député, bonjour. Bonjour. Avec moi sur ce plateau de KTO pour vous interroger des journalistes médias, des médias chrétiens dans leur diversité. Laurent de Boissieu pour le quotidien La Croix. Bonjour. Louis Lefresne pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Et Benjamin Rosier pour le réseau de radio chrétienne RCF. Bonjour. Alors, je vous propose que l'on s'arrête quelques instants sur votre engagement politique personnel, bien entendu, à l'heure de cette campagne électorale. Puis nous ouvrirons le dossier également consacré naturellement à cette actualité, notamment avec le bilan du quinquennat et les propositions des divers candidats. Et nous terminerons, comme d'habitude, par des questions d'actualité. Parlons donc d'abord un peu de vous, si vous le voulez bien, Sébastien Huyghe, notamment dans le cadre de cette terre. Vous avez été élu dans le Nord. Alors votre naissance en politique, que je crois comme tout le monde, on peut un peu la dater de ce soir du 16 juin 2002. Vous étiez alors quasi inconnu et vous avez battu Martine Aubry, profitant de la vague bleue de cette entrée au Parlement de l'époque. Alors vous avez été réélu, bien entendu, à la législature suivante. En revanche, vous avez à votre tour mordu la poussière en 2008, ne réussissant pas à déloger Martine Aubry du beffroi de Lille. Alors j'ai envie de vous demander, puisque les élections, c'est répétitif, pour la prochaine échéance municipale, vous avez envie d'y retourner ? Chaque chose en son temps. De toute manière, voilà, la page lilloise est tournée. J'ai quitté le conseil municipal de Lille puisque ma circonscription est hors les murs de la ville. Et puis le redécoupage l'a étendu. Je suis passé de 22 à 32 communes, donc j'ai beaucoup à faire. Et donc je me consacre exclusivement à ma circonscription. Alors on sait qu'il y a toujours eu des personnalités politiques de droite qui se sont cassées les dents, d'abord vis-à-vis de Pierre Mauroy, puis après vis-à-vis de Martine Aubry pour cette conquête de la mairie de Lille. Des noms ont souvent été évoqués. Vous pensez qu'un challenger serait opportun d'être amené ou envoyé en quelque sorte à Lille? On parle par exemple de Jean-Louis Borloo. Jean-Louis Borloo retourne sur ses terres valenciennoises dans le cadre des élections législatives. Savoir s'il a envie d'aller s'investir dans un combat à Lille, il faut lui poser la question. Pour le moment, il y a une opposition qui travaille. L'équipe que j'avais menée en 2008 continue, j'allais dire, le combat face à Martine Aubry au quotidien. Et il le fait avec beaucoup d'abnégation. Et on verra, le moment des élections municipales n'est pas encore venu. Je vous rappelle qu'avant, il y a quelques échéances d'envergure, les présidentielles, les législatives. Et d'ailleurs, ces élections vont peut-être rebattre les cartes et auront des influences sur les élections locales de 2014. Mais pourquoi l'UMP, qui est quand même relativement bien implanté aussi dans le Nord, n'arrive jamais à remporter des élections relativement symboliques comme celle de la municipale à Lille après Pierre Mauroy et Martine Aubry? Encore une fois, vous vous êtes tous cassés les dents. Lille est une situation un peu particulière, c'est-à-dire que les socialistes, quand ils se sont trouvés en difficulté, ont trouvé le moyen, j'allais dire sur tapis vert, de récupérer des voix de gauche. Ils ont d'abord phagocyté la ville d'Hellemmes, qui est devenue un quartier de Lille, et donc amené voilà, un réservoir de voix socialistes important. Et puis la fois suivante, quand ils ont à nouveau été en difficulté, c'est une ville de plus de 30 000 habitants, qui s'appelle l'Homme, qui est devenu commune associée. Et donc là aussi, c'est devenu un quartier de Lille et ça a amené un surplus de voix socialistes. Et donc c'est un peu comme ça, sur tapis vert, que se font les élections à Lille. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la majorité de gauche est en difficulté, on va chercher une commune bien ancrée à gauche et on l'associe à la ville de manière à avoir un réservoir de voix toujours suffisant pour l'emporter. Alors, élu local, mais bien entendu figure nationale aujourd'hui, auprès notamment de l'équipe de Nicolas Sarkozy. Je passe le relais à Laurent de Boissieu de La Croix. Oui, Nicolas Sarkozy, justement, est en campagne, en meeting à Lille, en cette fin de semaine. C'est une terre socialiste, qui est avec un électorat populaire qui est, à certains endroits, très séduit par le discours du FN et qui vote FN, même de manière très fortement, dans des endroits très localisés, et même sur le département. Est-ce que c'est une terre, finalement, que l'UMP, et que Nicolas Sarkozy, qui sera candidat de l'UMP, qui est candidat de l'UMP, sur laquelle vous pouvez compter, ou est-ce que c'est une terre que vous abandonnez à la gauche et à l'extrême droite? Non, en 2007, Nicolas Sarkozy était au deuxième tour de l'élection présidentielle devant Ségolène Royal. Et donc nous entendons bien rééditer l'exploit sur cette terre, comme vous l'avez dit, qui est traditionnellement de gauche, en ayant un discours de vérité, en ne mégotant pas sur nos valeurs et en réaffirmant un certain nombre de ces valeurs qui sont le travail, l'autorité, la récompense du mérite. Et à ce discours sur
sur les valeurs, justement, eh bien, nous pouvons rassembler une majorité de Français. Sur les valeurs, un de vos collègues député du Nord, qui est toujours UMP à l'heure où nous parlons, Christian Van Est, a été... on ne sait pas trop s'il est exclu, s'il est démissionnaire de l'UMP, pour ses propos quand il déclarait que les homosexuels n'ont pas été victimes de persécution et de génocide durant la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce que vous pensez comment vous pensez que l'UMP devrait réagir et comment vous réagissez? Christian Van Est a commis un certain nombre de dérapages. Nous avons condamné les propos qu'il a tenus à plusieurs reprises. Là, c'est véritablement la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et donc, nous avons décidé que Christian Van Est n'avait plus rien à faire avec l'UMP. Il exclut l'UMP? Et donc, sur des modalités qui sont en cours, Christian Van Est ne sera plus membre de l'UMP, soit par le biais de l'exclusion, une procédure un peu lourde à mettre en œuvre, soit il décide de lui-même de nous quitter, et je crois que c'est cette deuxième voie qu'il a choisie. Quelle est la tendance qui prévaut à l'heure actuelle dans l'UMP pour orienter en quelque sorte et faciliter la campagne de Nicolas Sarkozy? C'est de pousser plus à droite, d'être plus libéral ou d'être au contraire plus social, puisqu'il y a différents mouvements qui s'intitulent au sein de l'UMP, humaniste, droite sociale, droite libérale. Comment vous-même vous vous situez? Alors moi, je fais partie de la droite humaniste. Je suis issu, pour les anciennes familles politiques... Peuvent ne pas être humanistes à l'UMP? Non, c'est une appellation. On peut être humaniste et être dans l'un des différents groupes. Mais nous avons décidé d'appuyer sur cette partie-là de nos valeurs. Ces valeurs d'humanisme. Moi, j'en suis membre. Et si vous voulez, il y a plusieurs courants à l'UMP, des courants de pensée qui débattent ensemble. Mais ce qui est très important, c'est que ces débats ont lieu toujours dans le respect de la vie de l'autre. Et puis, finalement, sur l'une ou l'autre des mesures, ça se fait de manière très démocratique. Nous votons et c'est la proposition qui a le plus de voix qui l'emporte et qui devient la position de l'UMP. Et la campagne de Nicolas Sarkozy, vous la qualifieriez également d'humaniste alors? Oui, elle est très humaniste, elle est tournée vers l'homme, vers le respect de l'homme, avec l'affirmation d'un certain nombre de nos valeurs que j'ai évoquées il y a quelques instants. Ce qui est très important, c'est de parler à nos concitoyens, de rappeler que notre action politique est tournée avant tout vers l'homme, vers son développement, son épanouissement, et puis le fait qu'il puisse vivre d'une meilleure manière avec sa famille. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Alors, on débat et apparemment, vous êtes humaniste, mais apparemment, l'affaire Van Est montre qu'il est quand même difficile de débattre ou même d'aborder certains sujets. Est-ce que c'était la seule réponse qu'on pouvait apporter à ce type de propos? À un moment, il faut savoir... Vous avez regardé la vidéo ou pas? Oui, j'en ai vu quelques extraits et j'en ai eu un verbatim. En fait, à un moment, il faut savoir dire stop. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, comme ça, discriminer toute une catégorie de nos concitoyens à raison de leur orientation sexuelle. Et donc, il y a eu par le passé un certain nombre de déclarations que nous avons condamnées. Cette fois-ci, on est dans une espèce de négationnisme qui est intolérable. Et donc, à partir du moment où c'est devenu intolérable et c'est devenu, j'allais dire, récurrent chez Christian Van Est, ce genre de propos concernant l'homosexualité, nous avons décidé d'y mettre le haut là et de dire à Christian Van Est les valeurs qu'il portait sur ce sujet ne correspondaient pas à celles de l'UMP et donc il fallait en tirer les conséquences. Donc soit il tire lui-même les conséquences de cela, soit nous le pousserons vers la porte. Nous avons déjà pris une décision forte, c'est nous lui avons retiré son investiture dans le cadre des élections législatives de 2012. Donc il ne sera de toute manière, quoi qu'il arrive, pas le candidat de l'UMP dans la 10e circonscription du Nord et nous mettrons un candidat UMP dans la 10e circonscription du Nord face à lui s'il se représente. C'est l'arme suprême, l'investiture. Dans le cadre des élections, oui, tout à fait. Benjamin Rosier, RCF. Monsieur Huyghe, on vous dit membre de la cellule riposte à l'UMP, au service de la candidature de Nicolas Sarkozy. Alors, quel est votre rôle exactement? Est-ce que c'est la sentinelle qui a carte blanche pour tirer sur les adversaires les plus téméraires ou autre chose? Non, en fait, les snipers. Oui, ça c'est les qualificatifs qui ne sont pas très gentillés, qui nous sont donnés. Simplement, donc, avec trois autres
2 parlementaires et un conseiller régional d'Île-de-France, Valérie Rousseau-Debord, Franck Riester et Bruno Béchiza. Nous sommes un peu les porte-parole de l'UMP, c'est-à-dire que quand les journalistes ont besoin de quelqu'un pour réagir sur tel ou tel sujet, eh bien, c'est l'un d'entre nous qui est envoyé pour faire les réponses. Et puis il y a à côté de cela la cellule dite riposte en langage commun qui a en fait 3 fonctions. La première fonction, c'est de défendre le bilan de Nicolas Sarkozy et de la majorité. La deuxième fonction, c'est de répondre aux attaques dont nous faisons l'objet ou dont fait l'objet sans arrêt le président de la République. D'ailleurs, on peut rappeler que pendant ce quinquennat, le président de la République a été attaqué de multiples manières, comme jamais aucun président de la République ne l'a été auparavant. Ça veut dire que la politique se durcit, à votre avis ? Je pense qu'à partir du moment où nos adversaires sont un peu en faiblesse sur le fond, ils ont décidé d'attaquer l'homme. Et je pense que ça, c'est intolérable. C'est une dérive de la politique. N'a jamais attaqué François Hollande sur la personnalité ? Eh bien, pas sur la personnalité. Vous voyez, la petite phrase du style « sale mec », nous n'avons jamais utilisé ce genre de phrase. Nous avons toujours critiqué le positionnement politique, les atermoiements permanents, le fait que François Hollande n'est apparemment pas capable de tenir une position jusqu'au bout. On a de multiples exemples, le nucléaire, le quotient familial, etc., de positionnements qui ont fait l'objet effectivement d'atermoiements. Et ça, c'est notre rôle en tant que politique de dire que nous avons besoin pour la France d'un chef de l'État qui soit capable de prendre une position et de la tenir quoi qu'il arrive, d'être capable de discuter, de négocier avec les autres grands chefs d'État, avec Barack Obama, avec Angela Merkel, et dans le cadre de cette négociation, eh bien, d'être capable de tenir une ligne. Ce n'est pas l'atermoiement permanent qui permettra de renforcer la voix de la France dans le monde. Laurent de Boissieu-Lacroix. Vous en appelez à un président de la République capable de tenir une ligne. Est-ce que l'UMP est capable de tenir sa ligne? Est-ce que l'UMP est capable de tenir ses statuts, notamment l'article 49 de ses statuts, qui dispose que le président de la République, à nouveau candidat à la présidentielle et qui souhaite le soutien de l'UMP, se soumet au vote du Congrès. Donc est-ce que vous allez appliquer les statuts de l'UMP et est-ce qu'il y aura un vote pour dire que l'UMP officiellement soutient Nicolas Sarkozy? Alors, les statuts seront respectés quoi qu'il arrive. Et cela dépend de ce que nous demande Nicolas Sarkozy. Si Nicolas Sarkozy demande à l'UMP d'être le candidat de l'UMP, de toute manière, effectivement, il y aura congrès et vote. Mais j'ai cru comprendre que Nicolas Sarkozy, et c'est ce qu'il nous a dit, il était le candidat de tous les Français au-dessus des partis. Il a été président de la République et président de la République en exercice. Et aujourd'hui, le message qu'il adresse clairement à l'ensemble des Français, ce n'est pas un message partisan. Et d'ailleurs, il a pris un certain nombre de positions qui ne ravissent pas forcément tous les membres de l'UMP. Mais il considère dans ses propositions que c'est l'intérêt avant tout de la France et des Français. Et c'est comme ça qu'il s'en va. Les statuts ne disent pas qu'il souhaite être le candidat de l'UMP, qu'il souhaite le soutien de l'UMP. Donc si l'UMP doit soutenir un candidat, l'UMP doit faire un congrès et voter pour soutenir le candidat. Eh bien, si effectivement c'est la lettre des statuts, ils seront respectés. Est-ce que ce sera dans le cadre d'un congrès, d'un conseil national? Il faudra poser la question à Jean-François Copé. Mais en tout cas, ça dépend la demande qui sera adressée par le président de la République à l'UMP. Pour le moment, il n'a pas demandé ce soutien. Bon, l'UMP, de toute manière, n'a pas souhaité présenter un autre candidat que Nicolas Sarkozy. Et donc, clairement, nous faisons campagne pour lui. Et il n'y a pas beaucoup de voix qui se font jour au sein de notre formation politique pour soutenir un autre candidat. Alors, en attendant la confirmation tout au moins officielle du soutien de l'UMP à Nicolas Sarkozy, je vous propose de marquer une première pause et nous retrouverons notre invité Sébastien Huyghe dans quelques instants. Notre invité aujourd'hui, Sébastien Huyghe, député UMP du Nord. Il est interrogé par Laurent de Boissieu de La Croix, Louis Dauphren de Radio Notre-Dame et Benjamin Rosier pour RCF. Alors, Monsieur Huyghe, je vous propose d'ouvrir un peu plus le dossier naturellement consacré aux candidats, aux propositions, au bilan de ce quinquennat. Et puis, nous avons entendu tous Nicolas Sarkozy dans son intervention mercredi soir à la télévision. Il a proposé de redéployer en quelque sorte la prime pour l'emploi avec un système de déduction des charges sur les bas salaires, en gros entre 1 000 et 1 300 ou 1 400 euros, qui permettrait donc
d'accorder en quelque sorte, je résume, une augmentation de l'ordre de 1 000 € par an, cette fois-ci à ses salariés. Alors, nous avons vu un certain nombre de réactions, et j'aimerais à mon tour vous faire réagir à ces réactions, notamment bien entendu du côté du Parti socialiste et de son candidat. L'un disant c'est déshabiller Pierre pour habiller Paul, l'autre disant on va faire payer par les plus pauvres les augmentations des pauvres, et enfin François Hollande estimant que cela va faire grosso modo non pas 1 000 € d'augmentation par an, mais 3 €. Que dites-vous à ces réactions-là? Bon, je pense que de toute manière, François Hollande n'est pas bon en calcul. Il l'a montré dans la présentation de son programme. Je prendrai qu'un seul exemple. Il a dit qu'il voulait cesser le non-renouvellement d'un fonctionnaire sur 2 qui partait à la retraite. Il a dit qu'il voulait mettre 60 000 fonctionnaires de plus dans l'éducation nationale et 1 000 fonctionnaires par an de plus dans la justice et dans la police. Et il a dit par ailleurs que pour financer ces mesures, il allait récupérer 2 milliards d'euros sur la réduction des effectifs dans la fonction publique. Donc je ne sais pas comment il fait son équation, mais on ne peut pas mettre d'un côté plus de fonctionnaires et puis après dire qu'on va obtenir 2 milliards de plus dans la fonction publique. Donc, le fait est que c'est l'argent donc moins je pour le financement de la sécurité sociale. je ne donne aucune crédibilité sur le calcul mental de François Hollande. D'accord. Alors revenons donc à la proposition de Nicolas Sarkozy, et prolongée par mon ami Laurent de Boissieu. Donc comment c'est financé? Comment c'est financé? Comment vous financez la sécurité sociale si vous enlevez des cotisations sociales qui financent la protection sociale par des suppressions des cotisations sociales salariales? Ça fait autant de moins pour la sécurité sociale. Mais non, puisque Nicolas Sarkozy a bien expliqué hier comment on récupérait les 4 milliards d'euros. On les récupère effectivement en supprimant la prime pour l'emploi, et puis on les récupère par ailleurs en fiscalisant, en augmentant la fiscalisation sur les produits financiers pour les mettre au même niveau que les revenus du travail. Et donc ça fait une enveloppe de 4 milliards d'euros qui permet la diminution des charges sociales salariales et qui permet de redonner du pouvoir d'achat à nos concitoyens. Et quant à savoir s'il y a des perdants et des gagnants, il faut juste voir que la prime pour l'emploi aujourd'hui, ça concerne 6 millions de personnes, et qui correspond grosso modo à ceux qui vont être qui seront concernés par ces allègements de charges salariales. Et ces allègements de charges salariales vont bénéficier à un peu plus que ces 6 millions de personnes, puisque c'est 7 millions de personnes. Donc il n'y aura pas de perdants dans cette opération. Mais vous ne craignez pas un effet pervers sur ces propositions? Parce qu'on sait bien que le handicap que vous soulignez de François Hollande, c'est que les gens puissent dire c'est pas forcément crédible, mais le handicap qui est lourd également du côté de Nicolas Sarkozy, c'est de dire pourquoi il sort ça de son chapeau, pourquoi il ne l'a pas fait avant. Oui, on nous a accusés pendant tout le quinquennat de faire trop de choses, de dire que nous faisions trop de réformes. Et aujourd'hui, on nous dit, à chaque fois qu'on annonce une nouvelle mesure, que pourquoi nous ne l'avions pas fait avant. La France doit être en réforme permanente. Si vous voulez, les réformes que nous avons menées, c'est un peu comme un puzzle. Chaque pièce du puzzle, ce sont les réformes que nous avons menées. Et au moment du bilan, eh bien, nous faisons le puzzle pour montrer la photographie de la France que nous avons voulu bâtir ensemble. Et on s'aperçoit en regardant cette photographie qu'il manque encore un certain nombre de pièces. Eh bien, ces pièces, elles seront faites à l'occasion du second quinquennat de Nicolas Sarkozy. Et parmi ces pièces, eh bien, il y a ces allégements de charges. Je rappelle que la prime pour l'emploi, c'est 450 € pour chaque bénéficiaire, qui sont donnés avec un an de décalage. La proposition faite par Nicolas Sarkozy sur les allègements de charges, c'est 1 000 € par an et, j'allais dire, immédiatement, puisque ça va se traduire mois par mois avec le paiement du salaire. Benjamin Rosier, RCF. Alors moi, je voulais revenir sur la proposition du candidat Nicolas Sarkozy de redonner la parole aux Français, s'il est réélu, par la voie du référendum, assez systématiquement, c'est ce qu'il annonce. Qu'est-ce qu'il cherche à faire, le candidat Nicolas Sarkozy, là? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'est pas en train d'essayer de laisser de côté la crise économique et financière et remettre au goût du jour cette crise de la représentation politique, de la coupure, on parle de la coupure des Français avec leurs élus politiques? Est-ce qu'il ne remet pas ça au goût du jour? Et on n'en a pas beaucoup parlé, c'est vrai, pendant 5 ans. Bien. L'objectif, ce n'est pas de faire des référendums à répétition. L'objectif, c'est de dire et de constater que la France est un pays où la réforme n'est pas aisée. Sur un certain nombre de sujets, il peut survenir des blocages. Il a pris 2 exemples. Dans le cadre d'une réforme sociale,
où normalement la démocratie sociale doit s'exercer à plein, c'est-à-dire qu'il doit y avoir des négociations entre les partenaires sociaux pour arriver à un accord qui serait traduit par la loi. Nicolas Sarkozy a simplement dit que s'il y avait blocage, eh bien, il s'en référerait au peuple en redonnant la parole au peuple. Moi, je pense que c'est toujours bien de redonner la parole au peuple. Et puis, c'est aussi un positionnement assez gaullien de redonner la parole au peuple. Donc ça, c'est pour la démocratie sociale en cas de blocage. Et puis... Qu'est-ce que vous appelez blocage? C'est-à-dire que si les partenaires sociaux ne sont pas d'accord avec ce qu'ils proposent, ce n'est pas forcément un blocage, c'est simplement que les partenaires sociaux ne sont pas d'accord. Eh bien oui, mais que les partenaires sociaux ne sont pas d'accord entre eux. Et donc, à partir du moment où il y a ce blocage, on redemande la parole au peuple. La deuxième possibilité, c'est un problème institutionnel, où il y a besoin de modifier la Constitution pour mener une réforme. Et dans ce cadre-là, eh bien, comme nous n'avons plus la majorité des 3/5 au Congrès, hein, le Sénat étant passé à gauche, eh bien, la réforme de la Constitution ne peut passer que par un référendum. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'aurait lieu ce référendum. Alors, c'est pareil, pourquoi ça n'a pas été fait avant? Je veux dire, proposé avant, durant ce premier quinquennat, de redonner cette parole aux Français par la voie du référendum? Alors, ça s'est fait pour les collectivités territoriales avec le statut de la Corse, etc. Donc, il y a déjà eu 2 référendums. Ce n'étaient pas des référendums globaux, si je puis dire, sur l'ensemble du territoire, mais il y a eu un certain nombre de référendums. Et puis, il y a aussi eu, dans la crise, des mesures fortes qu'il fallait prendre, qui n'étaient pas forcément populaires. Et à un moment, ça dépend des sujets, mais par exemple la réforme des retraites, il fallait avoir le courage de mener cette réforme et parfois de le faire contre l'opinion. C'est ce que nous avons fait et nous avons eu raison de le faire parce que nous avons sauvé le système de retraite par répartition. Et puis, l'histoire nous donne également raison, puisque aujourd'hui, 60% des Français reconnaissent qu'il fallait faire cette réforme. Mais évoquer les sujets de référendum sur 2 sujets terrains très sensibles, que sont les chômeurs et les immigrés, vous n'entendez pas les remarques de beaucoup qui disent on est sur des terrains très sensibles qui vont forcément diviser les Français parce que dans un certain sens, les Français forcément vont se dire les chômeurs, oui, il faut qu'ils travaillent, et les immigrés, il faut qu'ils rentrent chez eux. Non, là vous êtes dans la caricature. Volontairement, pour savoir oui, si vous êtes sensible à cet argumentaire qui de dire pourquoi avoir choisi ces sujets-là. Parce que justement, ce sont des sujets qui sont des questions qui se posent dans la société française et qu'à un moment, c'est un choix de société et que demander l'avis à la population, encore une fois, quand les institutions sont bloquées, hein, parce que d'abord on fait confiance aux institutions et il peut y avoir des situations de blocage, quand elles sont bloquées, ben, on se tourne vers le peuple. Il n'y a pas de question de dire on oppose les Français les uns aux autres. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de dire, quand on pose une question, qu'on demande l'avis à nos concitoyens, je ne ferai pas de référendum sur l'éducation nationale, ça va monter les Français contre les enseignants. Donc ils se contredisent eux-mêmes. Mais non. Là, il y a 2 sujets. Le sujet de dire je vous demande de savoir est-ce que, parce que la question elle sera très précise, elle sera par rapport à un projet de loi sur la formation professionnelle. C'était très gaulien tout à l'heure. De Gaulle a théorisé le référendum en disant que le référendum c'était pour un sujet qui engage le destin de la France et des Français sur plusieurs générations. Est-ce que savoir quelle juridiction sera compétente pour le droit des étrangers ou quel est le système d'admission de chômage, ça engage la France sur plusieurs générations. En revanche, sur le traité, sur le mécanisme européen de stabilité et sur le pacte budgétaire européen qui engage la souveraineté de la France, là pas de référendum. Alors où est la cohérence ? Alors, il ne vous a pas échappé que nous sommes dans une crise qui a fait rage et qui n'a pas de précédent. Si nous avions organisé un référendum dans le cadre du mécanisme européen de stabilité, on était parti pour 1 an. Sauf que le mécanisme européen de stabilité, on en a besoin tout de suite. On en a besoin pour la situation d'urgence de la Grèce, on en a besoin pour les situations qui arrivent du Portugal, de l'Espagne et peut-être même de l'Italie. Donc il fallait absolument qu'on trouve la réponse immédiate à ces situations d'urgence, et là, on ne pouvait pas le faire référendum. Et puis, en plus, la question est quand même très technique. Je ne suis pas sûr qu'on pouvait se tourner vers les Français pour expliquer quelle est la distinction entre le mécanisme qui existait auparavant et ce mécanisme qui existe, qui là donne une vraie ampleur à la solidarité européenne, finalement. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Vous avez parlé de choix de société. J'aimerais que vous définissiez un peu mieux ce que vous représentez, ce que vous entendez par là.
Parce qu'au-delà des mesures techniques un peu d'épicier, c'est vrai, ou de boutiquier, on joue sur les euros et les primes. Quelle est la vision que vous portez de la société française, vous-même? La vision, elle est simple, elle repose sur la valeur du travail. Aujourd'hui, on a tellement passé le message, et notamment les 35 heures en sont le symbole, de dire que finalement, ce qui était important, ce n'était pas le temps qu'on passe à travailler, l'important, c'était le temps qu'on passe pour ses loisirs. Et donc, on a voulu faire de notre société une société de loisirs. Eh bien, non. L'homme peut s'épanouir dans le travail et il trouve son émancipation également dans le travail, avec la possibilité donc de faire vivre décemment sa famille par son travail. C'est le pays où on taxe quasiment le plus le travail. Et donc, c'est pour cela que nous voulons remettre cette valeur sur le devant de la scène. Pendant 5 ans, dans quelle mesure avez-vous permis que cette valeur reprenne de l'importance? Avec des mesures qui ont permis que plus on travaillait, plus on gagnait. C'était le travailler plus pour gagner plus. Ça s'est fait par exemple avec cette mesure symbolique de la défiscalisation des heures supplémentaires, où tous ceux qui ont fait ces heures supplémentaires ont pu bénéficier à plein du fruit de leur travail en n'étant ni taxés par les charges sociales, ni en payant de l'impôt sur le revenu sur ces heures supplémentaires, ce qui a bénéficié à 9,5 millions de nos concitoyens en donnant une moyenne de 450 à 500 euros de plus dans l'année. On est très loin encore d'une logique plus libérale de libération des forces vives. On est quand même très très loin en France de cette logique-là. Eh bien, c'est pas à pas que nous allons vers justement cette libération du travail en ayant un principe simple, c'est que pour pouvoir partager la richesse dans notre pays, il faut en créer. Et donc, il faut libérer les énergies. C'est ce que nous avons voulu faire avec un certain nombre de lois de simplification. Nous avons adopté hier, d'ailleurs, en commission des lois, la 3e loi de simplification qui permet à nos entreprises d'en finir avec la paperasserie à répétition, avec la création du coffre-fort électronique, enfin un certain nombre de mesures qui doivent simplifier les choses pour ceux qui veulent entreprendre dans notre pays. Nous avons aussi mis en place le statut de l'auto-entrepreneur qui permet aussi à chacun de nos concitoyens qui ont envie de créer une activité, de pouvoir le faire de manière simplifiée et aussi avec une limitation à la fois des charges et de l'imposition. Laurent de Boissieu-Lacroix. Parmi les nombreuses mesures qui ont été avancées par le candidat Nicolas Sarkozy, il y en a certaines qui ont une particularité, c'est que ce sont des mesures qu'il avait déjà proposées, sur lesquelles il s'était déjà engagé en 2007. Je pense à l'interdiction des parachutes dorés ou encore à la proportionnelle. Alors, j'entends bien que les circonstances évoluent, donc il y a des nouvelles mesures, c'est tout à fait logique. Mais là, ce sont des mesures qu'il avait déjà proposées. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire pour convaincre les Français que cette fois-ci, il va faire ce qu'il avait déjà promis qu'il ferait en 2007 ? Alors, nous avons fait une première étape, c'est-à-dire que la première étape, c'était de limiter ces parachutes dorés et ces retraites chapeaux. Vous voulez les interdire tout de suite ? Comment ? Pourquoi ne pas les interdire tout de suite, puisque vous avez déjà fait une loi à ce moment-là ? La première étape, c'était de dire nous allons lutter contre les excès. Et donc, lutter contre les excès, c'était une limitation stricte de ces parachutes dorés et de ces retraites chapeaux. Au bout de 5 ans et avec le recul, nous nous apercevons que finalement, ces mesures ne sont pas allées assez loin et n'ont pas produit tous les effets que nous en escomptions. Et donc, l'étape supplémentaire qui est annoncée par le président de la République, c'est de dire, eh bien, puisque la règle du jeu n'a pas été forcément respectée comme nous le souhaitions, eh bien, nous prenons la mesure supplémentaire qui est l'interdiction totale. Sur la proportionnelle, qui est un sujet qui fait débat au sein de l'UMP, personnellement, vous êtes favorable à une dose de proportionnelle ? Moi, je suis favorable à cette dose de proportionnelle, à condition que ce soit une petite dose de proportionnelle. C'est-à-dire qu'il faut, oui, je pense que de cet ordre-là, on serait dans les clous. Je pense qu'il faut conserver le scrutin majoritaire sur des circonscriptions, parce qu'il faut que les élus conservent
un enracinement local, qu'ils restent en lien étroit avec leurs concitoyens pour ne pas voter des choses qui seraient des belles constructions intellectuelles vues de Paris, mais qui auront des effets pervers sur le terrain dans la circonscription. Donc je pense que les élus de la République, que sont les parlementaires et notamment les députés, doivent conserver les deux pieds dans la glace dans leur circonscription en lien direct avec leurs concitoyens pour être sûr de voter de bonnes mesures ici à Paris. Nous allons marquer une seconde pause dans cette émission Face aux chrétiens. Nous retrouverons notre invité Sébastien Huyghe dans quelques instants. Invité aujourd'hui Sébastien Huyghe, député UMP du Nord. Il est interrogé par Laurent de Boissieu de la Croix, Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame et Benjamin Rosier pour RCF. Alors le temps est venu bien entendu de prolonger ces échanges liés à la campagne électorale, mais aussi de préciser certains nombres de points. Nous avons remarqué Marine Le Pen qui est allée rendre visite à un centre de rétention mercredi soir. Alors vous qui êtes en charge des questions de justice à l'UMP, je voulais savoir si vous comprenez la pétition de certaines personnalités, comme d'ailleurs d'associations, qui s'émeuvent qu'en France, aujourd'hui, on puisse enfermer des enfants étrangers dans des centres de rétention sur la seule raison, bien entendu, qui est connue que leurs parents sont sans papier. Eh bien, à partir du moment où des gens sont sur notre territoire et qu'ils le sont de manière illégale, ils n'ont pas vocation à y rester. C'est un principe que nous devons conserver, puisque un certain nombre d'étrangers ont fait l'effort de faire le parcours. Je parle des enfants. Pour venir, j'y viendrai, pour venir sur notre territoire de manière légale. Et donc, ils sont tout à fait les bienvenus chez nous. Et si on veut leur permettre une intégration réussie, il faut faire en sorte que ceux qui sont venus de manière illégale, eux, ne bénéficient pas forcément du même traitement et ont vocation à retourner chez eux. Alors, les enfants. Ces gens qui sont en situation illégale, parfois sont venus avec leurs enfants. Alors il y a un choix, c'est soit on sépare les enfants de leurs parents et on les place en foyer. Parfois ces enfants ne parlent pas la langue française, et donc vous imaginez le traumatisme que ça peut être de séparer un enfant de ses parents et de le mettre dans un foyer avec des gens qu'il ne connaît pas et qu'il ne comprend pas. Donc je pense que la meilleure des solutions dans ces cas-là, ou la moins mauvaise des solutions dans ces cas-là, c'est de ne pas séparer les enfants de leurs parents. Donc la moins mauvaise des solutions, c'est d'enfermer, par exemple en 2010, 356 enfants, dont 80% ont moins de 10 ans. C'est quand même pas des adolescents. Donc selon cette raison que vous évoquez, ne pas les séparer de leurs parents. Moi je pense qu'ils doivent rester avec leurs parents parce que ils restent en famille, le traumatisme serait beaucoup moins grand. La question qui doit se poser, c'est être dans des centres de rétention qui sont dignes et qui sont respectueuses de la personne humaine. C'est ça le principal. Et aujourd'hui, les centres de rétention qui ont été construits sont des endroits qui sont dignes et respectueux de la personne humaine. Simplement, ils n'ont pas le droit d'en sortir. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Vous avez parlé tout à l'heure de Barack Obama. Être en capacité de négocier. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que Nicolas Sarkozy a réussi à négocier auprès des États-Unis ? C'est très simple. Nicolas Sarkozy est à l'origine de la création du G20. Le G20 qui s'est réuni chaque année avec une présidence tournante. G20 qui a été présidé par Nicolas Sarkozy toute l'année dernière et qui a fait un certain nombre d'avancées sous l'initiative de Nicolas Sarkozy. Et mettre autour de la table les 20 chefs d'État des pays les plus industrialisés du monde, c'était pas gagné d'avance. Faire en sorte qu'ils trouvent un certain nombre d'accords, voire un certain nombre de pistes de réflexion en commun, c'était pas gagné d'avance. Et tout ça, nous le devons à l'initiative de Nicolas Sarkozy. Donc ça va même bien au-delà de la négociation avec Barack Obama. Benjamin Rosier, RCF. Pour revenir sur la question du travail, Nicolas Sarkozy est prêt à étendre la possibilité de travailler le dimanche. Alors est-ce que vous, député UMP du Nord, vous y êtes favorable au sein de votre parti dans le soutien de Nicolas Sarkozy? Si oui, comment vous justifiez cette proposition? Comment vous justifiez cette position? Alors nous avons fait une première étape pendant la législature sur les zones touristiques. Moi qui suis un élu du Nord, je peux vous dire que les magasins sont ouverts le dimanche en Belgique
et que quand vous traversez la frontière, dans quelques villes commerçantes de l'autre côté de la frontière, eh bien, vous voyez ces magasins remplis de Français. Il suffit d'aller sur les parkings, vous voyez les plaques françaises, enfin les plaques minéralogiques françaises qui emplissent ces parkings. Et il est peut-être dommage de faire en sorte que cette clientèle française aille faire ses achats le dimanche en Belgique plutôt que de le faire dans un certain nombre de commerces français chez nous. Et donc nous avons voulu donc élargir à un certain nombre de zones, donc notamment touristique, la possibilité d'ouvrir le dimanche. Et la proposition de Nicolas Sarkozy est très raisonnable, c'est celle de permettre l'ouverture le dimanche de quelques dimanches supplémentaires. Quelques dimanches supplémentaires, ça fait quand même beaucoup plus, mais ça c'est une réponse économique, si je peux me permettre, que vous faites. Mais sur la notion du dimanche, cette valeur accordée à ce jour spécifique pour la famille, pour les loisirs, vous pensez que ça passe derrière la notion de production, de développement et de consommation? Moi, je peux me permettre, en regard aussi au projet humaniste que vous défendez. Oui, mais il y a un certain nombre de compensations. Ça veut dire que le dimanche, travailler est payé double. Il permet d'avoir le double de repos compensateur et donc de trouver un autre moment pour réunir la famille dans la semaine. Et puis, il y a aussi le fait que nous avons mis dans la loi que c'était les salariés volontaires qui pouvaient le faire. Et j'observe que dans les zones touristiques où l'ouverture du dimanche est devenue traditionnelle, une habitude, et bien souvent ce sont des salariés spécifiques du week-end qui ont été embauchés. Donc il y a eu une création d'emplois de gens qui ont accepté, enfin qui ont pris ces emplois en connaissance de cause, en souhaitant travailler le dimanche, compte tenu du surplus de rémunération, du surplus d'avantages qui est donné par ce travail du dimanche. Laurent de Boissieu, La Croix. Oui, on parlait de famille à l'instant. Nicolas Sarkozy a clairement dit non au mariage homosexuel. Est-ce que pour vous c'est une question de principe ou est-ce que comme certaines personnes à l'UMP, notamment parmi les plus jeunes, vous pensez que c'est une question sur laquelle la droite pourrait ou devrait même évoluer? Le président de la République a été très clair là-dessus. Il ne souhaite pas ouvrir le mariage aux homosexuels. Le principe, c'est ce que vous venez de dire, le principe de la famille. Le mariage, c'est la vocation de la création de cette famille avec l'arrivée des enfants. Et comme nous ne souhaitons pas ouvrir l'adoption aux couples homosexuels, il en découle qu'il y a ce refus du mariage aux homosexuels. Ce qui ne veut pas dire, par contre, qu'il ne faut pas faire évoluer la législation pour que le couple homosexuel ait un certain nombre de droits qui correspondent aux droits qu'auront les couples hétérosexuels, notamment dans le cadre du mariage. Nous avons fait un certain nombre d'avancées, notamment en termes de succession, de donation. Dans la réforme sur les successions et libéralités dont j'étais le rapporteur, là aussi nous avons fait un certain nombre d'avancées pour donner plus de droits aux couples homosexuels, mais nous ne souhaitons pas aller jusqu'au mariage. Benjamin Rosier, RCF. Oui, le sujet aussi de société assez important en ce moment, la question de l'euthanasie qui a été relancée par François Hollande dans cette campagne. Est-ce que vous pensez que la loi Leonetti est suffisante, qu'elle va assez loin sur la fin de vie? Est-ce que vous seriez plutôt enclin à la faire évoluer en cas d'une réélection de Nicolas Sarkozy? Non, moi je pense que la loi Leonetti, qui avait recueilli un consensus au sein de l'Assemblée nationale, qui a été votée à l'issue d'un long processus de travail, de groupe de travail justement mené par Jean Leonetti, est arrivée, je pense, au bon calibrage. Je pense qu'il faut préserver, quoi qu'il arrive, la vie humaine, que quand on arrive en fin de vie, à la fin de son parcours, il ne faut pas que ça se fasse dans d'affreuses souffrances. Et la loi Leonetti, ça permet toujours d'alléger ces souffrances, c'est-à-dire de faire en sorte que la personne
ne souffre plus, même si la conséquence du geste thérapeutique d'allègement de souffrance précipite un peu la mort. Le geste est toujours fait pour alléger la souffrance, jamais pour donner la mort. Et ça, c'est très important. Ne pas donner la mort, c'est la vie elle-même qui choisit le jour et l'heure, mais ce n'est pas l'homme qui décide de mettre fin à la vie d'un autre homme. Laurent de Boissieu-Lacroix. Même question tout à l'heure pour le mariage homosexuel, cette fois-ci sur le droit de vote des étrangers. Est-ce que pour vous, Nicolas Sarkozy a été pour à un moment? Est-ce que c'est une question de principe ou est-ce que c'est une question sur laquelle il est possible que la droite pourrait évoluer ou que même vous souhaitez? Est-ce qu'il est d'ailleurs, certains étrangers aux élections locales votent déjà? Est-ce qu'il est cohérent qu'en France, un laiton vote aux élections locales et pas un Québécois ou un Algérien? Le droit de vote est attaché à la nationalité, à la citoyenneté. Et donc, à mon avis, ça doit demeurer. C'est un principe, intangible. Alors, les ressortissants européens ont le droit de voter, mais nous avons créé une citoyenneté européenne. Et donc, la logique veut que, puisque nous sommes des citoyens européens, les citoyens européens, même issus d'autres pays, puissent voter. La création de cette citoyenneté, elle s'est faite aussi par le principe de la réciprocité. Et donc, si à un moment, Nicolas Sarkozy a dit que cette piste était intéressante du droit de vote des étrangers, il l'a toujours attaché avec la réciprocité. Et donc, du fait qu'il n'y a pas de réciprocité, de toute manière, nous sommes contre le droit de vote des étrangers. Cette réciprocité existe dans des pays notamment comme la Grande-Bretagne, avec tous les pays du Commonwealth, ou en Espagne, au Portugal, avec les pays de régime de rayonnement hispanique. Pourquoi on ne pourrait pas envisager en effet qu'il y ait une réciprocité qui existe avec les pays les plus proches de la France, notamment le Maghreb? Ça, c'est une réflexion à avoir, mais la position de principe de l'UMP et de la majorité de l'UMP, c'est de dire que le droit de vote s'attache à la nationalité et à la citoyenneté. Enfin, à la citoyenneté, et la citoyenneté provient de la nationalité ou de la création d'une autre citoyenneté qui est la citoyenneté européenne. Et donc, nous sommes sur cette ligne et dans notre programme présidentiel, c'est resté sur ce principe de citoyenneté qui fonde le droit de vote et le droit d'être élu. Parce que j'observe que chez François Hollande, c'est non seulement le droit de vote des étrangers, mais aussi le droit d'être élu, ce qui pose un certain nombre de problèmes, puisque ça nous fait nous diriger vers une dérive communautariste qui, à mon sens, porte beaucoup de dangers. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Justement, à ce propos, comment envisagez-vous le fait que dans certaines régions de France, il y a de fortes concentrations communautaires qui peuvent un jour peut-être jouer sur la représentation municipale? Je ne sais pas, prenez une ville comme Roubaix, par exemple. Est-ce que vous imaginez qu'un jour on puisse avoir des maires qui représentent, je ne sais pas moi, un parti musulman? Est-ce que vous l'avez déjà anticipé? Non, moi je fais confiance à nos concitoyens pour que, effectivement, on n'entre pas dans cette logique communautaire. D'abord, pour lutter contre cette logique communautaire, nous avons insisté et nous avons même voté un certain nombre de dispositifs pour respecter le principe de laïcité dans notre pays. Je pense que c'est très important. Je pense d'ailleurs que le message au XXIe siècle de la France dans le monde, c'est ce principe de laïcité. Vous savez, au XVIIIe, le principe, c'était celui des droits de l'homme. La voix de la France dans le monde, c'était le droit de l'homme par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui ont été un modèle dans beaucoup de pays dans le monde. Je pense que la voix de la France, le message universel de la France, c'est celui de la laïcité dans le monde. Et cette laïcité, elle se fonde sur, non pas le refus des religions, mais le respect de toutes les religions. Le fait qu'on permette à chacun de pouvoir exercer, dans le cadre privé, la religion qu'il souhaite. Et donc, ces principes ont été renforcés par un certain nombre de textes.
celui qui a fait couler beaucoup d'encre. Encore heureux qu'on puisse l'exprimer dans un cadre privé. Oui, c'est très gentil. C'est celui de l'interdiction de la burqa sur la voie publique. Le fait aussi de ne pas pouvoir avoir des signes religieux ostentatoires dans un certain nombre de lieux, dont notamment l'école. Alors à ce propos, donc je ne sais pas, vous auriez été sénateur, est-ce que vous auriez voté cette proposition de loi interdisant des signes religieux ostentatoires, enfin, au domicile des nounous, des assistantes maternelles? Qui a été adopté, oui. Qui a été adopté au Sénat. Qui a été adopté au Sénat. Moi, je pense que là, on reste dans un cadre privé. Et donc, je trouve que la nounou a totalement le droit d'avoir chez elle les signes religieux qu'elle souhaite, puisque ce sont les parents qui ont choisi la nounou. Et donc, à la limite, s'ils ont choisi la nounou, ils ont choisi le lieu d'éducation de leur enfant dès son plus jeune âge, en connaissance de cause. Donc, il n'a pas à imposer dans le lieu privé qui est le domicile de la nounou, de l'assistante maternelle, eh bien, quelle est telle ou telle décoration ou tel signe. Au nom de la laïcité, il faut faire cesser de faire sonner les cloches de nos villages. C'est un cadre public. Oui, non, mais ça me. Il y a déjà eu des cas de figure. Oui, non, mais là, je pense que voilà, ça c'est. On entre dans une dérive. Il y a aussi les traditions de notre pays et la France a des racines chrétiennes, hein, comme l'Europe d'ailleurs. Moi, j'étais pas opposé au fait d'ailleurs qu'on en fasse mention dans le traité européen. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit interdire ce genre de choses, les cloches. Si on suit le raisonnement cadre privé, c'est là, oui, c'est le phénomène auquel on s'expose. Oui, mais sauf qu'après, on a une tradition dans notre pays. Notre pays, c'est pas une page blanche. Notre pays, elle s'est construite à partir d'un certain nombre de mouvements philosophiques et elle s'est construite à partir aussi d'un certain nombre de religions, dont la religion catholique. Est-ce que vous trouvez normal que certains consommateurs, dont vous êtes également, nous achetons parfois de la viande qui a été abattue selon certains rites religieux sans le savoir? Non, ça c'est inacceptable. Alors, Madame Le Pen a beaucoup agité ce chiffon rouge. Lorsqu'on le regarde les chiffres, on s'aperçoit que ce n'est pas une réalité. Il peut arriver. Les professionnels admettent que certaines pièces de viande qui ont été... Dans le fait, il peut arriver qu'un certain nombre de pièces de viande, dont un certain nombre d'étiquettes ont été arrachées, donc on a fait passer pour du non-halal ce qui pouvait être du halal. À mon sens, c'est un dysfonctionnement, mais jamais il ne faut dire que c'est une généralité et il y aura des contrôles accrus pour vérifier toute la chaîne d'abattage pour que les gens qui souhaitent manger de la viande qui a été abattue de manière traditionnelle eh bien, soient sûrs que dans leur assiette c'est de la viande qui a été abattue de manière traditionnelle et que ceux qui souhaitent bénéficier de viande halal effectivement, puissent également, en toute connaissance de cause, pouvoir en consommer. Un sujet récurrent également en partant de campagne électorale, la parité homme-femme. Alors dites-nous pourquoi votre formation, l'UMP, ne montre pas un meilleur exemple, je pense bien entendu, aux prochaines candidatures législatives, par exemple. C'est très simple, lorsque vous êtes la majorité sortante, vous avez un certain nombre d'élus qui ont bien fait leur boulot, qui ont bien fait leur travail d'élu, qui ont été à la fois de bons législateurs, qui ont été présents auprès de leurs concitoyens, qui sont appréciés. On ne change jamais alors dans ce cas-là. Qui sont appréciés de leurs concitoyens et qui ont vocation à se représenter. C'est mon cas. Enfin, on va avoir la prétention d'être un bon élu, je ne sais pas, c'est pas moi d'en juger, mais en tout cas j'ai fait du mieux que je pouvais. Et c'est pas sous prétexte que je suis un homme que forcément il faut me remplacer par une femme. Et donc c'est pour ça que c'est plus compliqué pour une majorité sortante de pouvoir modifier, arriver à la parité, que pour une opposition qui, elle, a un nombre majoritaire de circonscriptions à pourvoir en candidat et donc qui peut faire le choix de candidates plutôt que de candidats dans un certain nombre de circonscriptions. Donc la majorité sortante, de ce point de vue,
a plus de difficultés à obtenir la parité. Mais si vous regardez l'ensemble de la carte électorale, vous verrez que dans bon nombre de circonscriptions où les députés sortants ne se représentent pas, ce sont des femmes qui ont été désignées comme candidates, et dans un certain nombre de circonscriptions qui ne sont pas encore gagnées par l'UMP, eh bien, ce sont également des candidates, souvent à parité, qui sont désignées. Et le Nord est un bon exemple. Nous sommes à peu près à la parité hommes-femmes dans les maintenant 21 circonscriptions du Nord. Voilà. Alors, le chiffre est impair. Donc, sur ces perspectives de parité, je vous propose de conclure. Merci Sébastien Huyghe d'avoir participé à notre émission. À vous tous qui avez regardé cette émission ou qui l'avez prise en cours de route, vous pouvez la retrouver sur les sites respectifs de La Croix, de Radio Notre-Dame, de RCF et naturellement de KTO. Je vous retrouve la semaine prochaine et je vous souhaite une très bonne fin de semaine, un très bon week-end. À très bientôt.